Bon, en tout cas, bonjour à tous. Merci de votre venue à la webconférence Comment s'inspirer du sport pour créer un management gagnant au sein de l'entreprise. Quelles peuvent être les techniques et les méthodes qui sont appliquées dans le management du sport et qui puissent être transposées dans l'entreprise. Qu'est-ce qui peut apporter un élément, on va dire, supérieur, on va dire concret, pour mieux animer nos équipes, pour mieux manager nos humains, on va dire toute l'équipe qui est autour de nous, pour les emmener à la performance. On sera accompagné aujourd'hui de mon duo Salim Tebani, ex-joueur de rugby qui a été une légende à Oyonnax, qui a été une légende au Loup, qui a joué aussi à Paris, hein, au Stade Français, qui a démarré au Stade Français, mais il nous parlera mieux de lui que moi, je pourrais me parler de lui, même si je commence à bien le connaître. Et on fait des conférences ensemble et on a une même vision, on peut dire, du management du sport qui peut être incorporé aujourd'hui au sein de l'entreprise. Salim, je vais te donner la Oui, parole. Tu vas pouvoir dire bonjour et expliquer un petit peu ton beau parcours professionnel, un petit peu. Et ce que tu fais aujourd'hui. voilà. Écoutez, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci d'être présent pour cette webconférence. Pour moi, c'est une première, donc on découvre un peu et puis c'est un peu la joie et l'avantage entre guillemets du confinement, c'est qu'on découvre plein de façons de travailler et c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant. Par rapport à la barbe, c'est un jeu débile que j'ai lancé au début du confinement. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, donc je préviens, mais j'ai dit qu'on rasait, c'était triché, donc on doit garder ça jusqu'à la fin du confinement avec des collègues. Ça fait un peu beaucoup, donc normalement, j'ai pas de barbe. C'est juste comme ça. Donc moi, en fait, je m'appelle Salim Tebani, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans et demi en banlieue parisienne à Clichy. Je sors d'un club où Serge Betsen, je ne sais pas si vous connaissez le nom, Olivier Missou qui sont sortis là. Donc on a eu la chance d'évoluer à haut niveau. Serge Betsen a fait la carrière qu'il a fait en équipe de France. De là, je suis parti au Stade Français où j'ai eu l'occasion de faire mon premier match en première division top 16, ça s'appelait à l'époque en 1999. Et j'avais remplacé à l'époque un certain Vincent Moscato, donc c'était plutôt original, c'était plutôt sympa. Et puis après, je suis parti un peu région Rhône-Alpes, où j'ai joué à Rumilly en Pro D2, au Loup. Et du Loup, je suis parti à Oyonnax, où j'ai fait 7 années à Oyonnax, où j'ai joué le titre de champion de France et la montée en top 14. J'ai fini ma carrière en top 14 à l'âge de 36 ans. Avec un maintien du club et je suis parti à ce moment-là, j'ai arrêté parce que ça commençait à être dur et que ça commençait à piquer et physiquement c'était très dur et j'avais envie de me projeter sur une nouvelle histoire, une nouvelle aventure humaine et professionnelle. Et de là, j'ai fait une formation dans le coaching, la préparation mentale et le management. Et en même temps, j'étais sélectionneur de l'équipe nationale de l'Algérie pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai été manager sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie pendant 2 ans et de clubs à côté dans la région lyonnaise. Donc, j'ai créé ma société qui s'appelle Talonor Consulting où je propose de la formation au management et des conférences, comme vous l'a dit Serge, par rapport à mon expérience, par rapport à mes compétences, par rapport à mes formations. J'accompagne des entreprises. C'est quelque chose qui est important où je fais beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'activités dans mon entreprise. Il y a de la préparation mentale, il y a du coaching, il y a de la formation, il y a du management, il y a du team building. Et du coup, il y a beaucoup d'activités, mais tout est lié sur quelque chose d'important, en tout cas qui est très important pour moi, c'est l'humain, et qu'on retrouve vraiment dans tout ce qui est du rôle du manager. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dirigé vers cette reconversion qui me correspond à 200%. Et je m'éclate énormément là-dedans et je trouve que c'est très, très sympa de partager son expérience sportive, l'amener dans le milieu de l'entreprise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Et pour moi, comme je le dis souvent, les managers sont des sportifs de haut niveau et c'est intéressant de transmettre des informations, d'échanger et de donner des outils aux managers. Donc voilà, donc pour me présenter. Merci Salim. Alors, pour le fonctionnement, vous avez un petit bouton qui est conversé, qui est en bas. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez envoyer un message. Alors, vous me l'envoyez à moi si vous avez une question à poser à Salim, je lui poserai. Vous pouvez lui envoyer directement si vous voulez. Ce que je vous invite, c'est le plus simple, c'est de passer par moi. Sinon, vous pouvez animer dans la réaction.
Vous voyez, si vous appuyez dessus, vous voyez, moi j'ai un pouce qui se lève, ou alors j'ai une main, c'est un choix, c'est peu importe. Si je vous vois, c'est que vous aurez une question à poser. Dans ces cas-là, je vous donnerai la parole. Voilà, vous pourrez poser votre question, j'ouvrirai votre micro. Pourquoi j'ai fermé les micros? C'est pour éviter d'avoir des bruits de fond et que ce que va dire Salim ou ce que je vais pouvoir vous transmettre, que ce soit assez fluide et que vous entendiez bien et qu'il n'y ait pas d'écho non plus par rapport à tout ça. Voilà. Donc, eh ben, on est 25 pour l'instant de présents. Je pense qu'il y en a peut-être derniers qui vont arriver encore se présenter. C'est la 7e qu'on fait de web conférence au sein de DG Consulting sur ce mois d'avril. On est parti des réseaux sociaux, on en est arrivé sur le management du sport et on est très fiers d'avoir Salim avec nous parce qu'au-delà du sportif, c'est un homme et un humain vraiment exceptionnel. Voilà. Je dis tout le temps que la réussite d'un entraîneur repose sur les mêmes axes que celle d'un manager. Le premier est sa crédibilité, qui lui confère ses compétences et son expérience. Le second, c'est sa capacité à fédérer et à donner confiance et surtout à mobiliser les équipes. Je pars du principe qu'il y a un vrai point commun entre le manager sportif et le manager au sein de l'entreprise. Je dis tout le temps, dans l'entreprise, vous gérez des compétences. Dans le sport, on gère des talents. Mais en quelque sorte, c'est à peu près le même métier qu'il y a entre l'entraîneur et le manager au sein de l'entreprise. Je refais brièvement, dans les années 70, le sport a eu besoin de l'entreprise pour se structurer, devenir professionnel. Aujourd'hui, l'entreprise a besoin du style du management sportif pour l'incorporer parce qu'il y a une vraie évolution du management au sein de l'entreprise. On va sur un manager de facilitateur de travail, sur du collaboratif. Ça existait déjà depuis très longtemps, dans les années 80, par le biais de Michel Hidalgo. Après, on peut parler du handball, du rugby ou autre, mais c'est quelque chose qui existait dès les années 80 au sein du sport et qui est arrivé beaucoup plus tard et qui arrive maintenant dans l'entreprise. On en parle dans l'entreprise, mais pour l'instant, on n'y est pas encore à fond. Salim va nous parler un petit peu du leadership, du capitaine, de l'entraîneur, du manager un petit peu, son rôle puisqu'il a été entraîneur, il a été sélectionneur. Ça a été un de ses leaders dans les équipes qu'il a jouées, pas forcément capitaine, mais leader. Donc, je vais lui donner la parole. Salim, je t'envoie la balle. Tiens, regarde, elle est là. Je ne sais pas. Hop, tu l'attrapes. Allez, hop, à toi de jouer, grand. Non, pour commencer, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu souvent ces questions dans les conférences, c'est que les gens, quand on parle de sportifs de haut niveau et l'entreprise, on dit ouais, mais c'est pas la même chose. Je reconnais que c'est pas pareil. On a la chance d'avoir évolué à haut niveau pendant des années, de gagner notre vie grâce au sport, grâce à notre passion. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, juste pour vous résumer un peu, la carrière d'un sportif, c'est 8, 10 ans, 12 ans maximum. C'est les objectifs à court terme, c'est une semaine. Les objectifs à moyen terme, c'est un bloc de 3-4 matchs. Et les objectifs à long terme, c'est une saison, 2 saisons, voire 3 saisons. Donc, c'est de la pression, c'est du stress. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour qu'on comprenne que vivez-vous en entreprise? Nous, on le vit en tant que sportif. On le vit en tant que sportif, c'est important de le savoir ça, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on est sportif de haut niveau, donc on a un peu la belle vie. Il faut se comprendre aussi. Ce qui est du manager, du leadership, moi j'avais tendance à être leader par mon caractère, par mon poste, qui était le poste de talonneur, où j'étais le capitaine, entre guillemets, de la mêlée. J'étais le capitaine des avants. C'est ce qu'on dit par rapport au talonneur. Le talonneur est souvent le leader et le capitaine, et j'avais ce poste-là. Donc j'avais souvent ce relationnel avec mon manager qui, même des fois, à des moments pendant des matchs, où il venait me voir et me disait, écoute, aujourd'hui, c'est toi qui gères. Je ne veux pas trop intervenir, c'est toi qui gères. Donc moi, en tant que leader, en tant que joueur, c'était quelque chose d'important pour moi. Parce qu'il me donnait de la confiance, il me donnait de l'importance. Et donc forcément, qu'est-ce que je faisais? Ma motivation était multipliée, je transmettais de la motivation à mes coéquipiers. Je transférais cette envie de gagner, cette envie de réussir et d'atteindre notre objectif qui était de gagner ce match-là. Donc à ce moment-là, c'était une relation assez forte avec le manager.
Et dans l'entreprise, on peut la retrouver assez facilement. Ce qui est important, c'est de s'appuyer sur quelqu'un, de s'appuyer sur un leader, voire deux leaders. On peut avoir des leaders nous, on avait souvent des leaders de jeu, on avait des leaders de combat, on avait des leaders tactiques, on avait les leaders, ce qu'on appelle nous, ce qu'on aimait particulièrement dans le rugby, c'était des leaders de troisième mi-temps, c'est-à-dire des personnes qui étaient un peu des personnes qui créaient de l'ambiance au sein de ce groupe, qui organisaient des restaurants, qui organisaient des petites bonnes bouffes, des petits verres, des petits apéros pour qu'on puisse se retrouver en dehors du rugby, pour créer des liens importants entre nous joueurs et avec le staff aussi. Donc, toute cette forme de leader qu'on peut avoir dans une équipe, il est important en tant que manager de les repérer et de s'appuyer sur elles. Après, moi, quand je suis passé manager, forcément, je me suis appuyé sur des leaders. Je me suis appuyé sur des capitaines, je me suis appuyé sur des joueurs de tempérament et des joueurs qui sont, on va dire, irréprochables, mais ils ont tous une défaillance à un moment donné. Et ça, il faut l'accepter en tant que manager. Je regardais dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, The Last Dance de Jordan, qui est en train de passer en ce moment sur Netflix, où pour l'entraîneur, Jordan était vraiment son leader naturel, technique, humain, et c'est un garçon qui des fois prenait la parole à la place de l'entraîneur, et ça ne voulait pas dire qu'il était au-dessus de l'entraîneur. Ça veut dire qu'il transmettait d'une façon différente, qu'il avait des transmissions d'informations qui étaient différentes de celles du coach. Et du coup, le manager, ça lui permettait à lui, et c'est ce que vous pouvez retrouver en entreprise, c'est que ça vous permet à vous de vous occuper, entre guillemets, de vous occuper, parce que votre équipe, vous êtes toujours garant de l'équipe, de la motivation, de l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, mais surtout, vous pouvez prendre un peu de recul sur des situations. Tiens, à ce moment-là, je vais transmettre des messages à mon leader, qui va lui les transmettre parce que je sais qu'il va le faire très, très bien. Et du coup, à ce moment-là, je peux prendre un peu de recul et me concentrer peut-être sur d'autres tâches qui sont importantes aussi. Salim, j'ai envie de te poser, est-ce qu'on est un leader naturel? On s'impose comme leader ou on nous dit, bah, toi, tu vas devenir le leader? Souvent, dans les entreprises, on me dit, je cherche un leader. C'est quoi un leader? Je ne sais pas si on est ou on devient leader. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on a. Je dis souvent, quand je travaille avec mes équipes, quand je suis sélectionneur, entraîneur ou manager, je sais que je vais avoir des leaders, je sais que je vais avoir des soldats et je sais que je vais avoir des suiveurs. Soldats, suiveurs, c'est un peu pareil. On a tout le temps des leaders et des suiveurs. Je pense que c'est naturel. Après, ce qui se travaille le plus quand tu es leader, quand on est leader, c'est sur le travail que tu fournis en tant que sportif ou dans le milieu de l'entreprise. Si un leader, il arrive, on dit qu'on commence l'entraînement à 9h et le leader, il arrive tous les jours à 9h05 ou l'entreprise, le début du boulot en entreprise, il est à 8h et le leader, soi-disant leader, il arrive à 8h15, 8h20, ça ne va pas être possible. Donc le leader, il doit être irréprochable. De toute façon, moi je pense que le leader, on l'a, c'est inné, je pense que c'est inné, mais ça se travaille, en tout cas, ça se bonifie avec l'appui du manager. Le manager qui va venir voir un leader et qui va lui donner de la confiance, qui va lui dire, voilà, j'ai confiance en toi, je pense que tu peux m'apporter. Et bien, le leader, il va se sentir encore plus fort et il va être plus performant dans ce qu'il va faire, dans son engagement dans l'entreprise, dans l'équipe et dans ses compétences et tout ce qu'il va mettre en place. Souvent, on dit quelle est la différence entre un leader et un manager? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'un manager est forcément un leader? Est-ce qu'un leader est un manager? Moi, je pense que pas forcément. C'est pas forcément le cas. Un manager n'est pas forcément un leader. On peut avoir des managers qui s'appuient sur d'autres compétences, qui font en sorte de tirer les équipes vers le haut. Et s'appuyer, comme on l'a dit, s'appuyer encore plus sur des leaders qui vont faire le travail, qui vont apporter ce leadership que lui n'a pas. Mais lui, il est compétent dans ce qu'il fait. Après, le leader, on le sait, moi, j'arrive dans une entreprise ou dans mon équipe, je vais observer mon équipe. Quand je suis manager ou sélectionneur, j'observe mon équipe sur les premiers entraînements. Et à partir de ce moment-là, le leader, il va sortir tout seul.
Parce que quand il va parler à son équipe, il va être écouté. Quand il va dire quelque chose, il va être suivi. Et il va avoir un impact important sur le groupe. Et le leader, pour répondre à ta question, le leader, il est désigné par ses pairs, par son équipe. Et le manager est désigné. Moi, j'ai été désigné. On m'a mis manager par le président de la Fédération algérienne de rugby. Ce n'est pas les joueurs qui ont dit tiens, on va mettre Salim Tebani. Mais le leader, il a été décidé et choisi par les joueurs. Et forcément, avec l'observation, j'ai vite repéré qui était le leader et sur qui je pouvais m'appuyer. Oui, la vraie différence entre un manager et un leader, c'est que le leader, il est mis en place par l'équipe, les collaborateurs dans l'entreprise. Et en fait, le manager, lui, il a un statut, il a un contrat de travail avec une définition de poste qui met en place son activité au quotidien, tous les jours, dans son travail. Voilà. Donc, il y a vraiment un parallèle. Quand on dit « moi, je cherche un leader, je cherche… » Oui, mais un leader, c'est quand même quelque chose qui est naturel, qu'on va déceler chez quelqu'un. On a une question, c'est aujourd'hui, comment on peut reconnaître les différents leaders? C'est Jonathan qui pose cette question-là. Salim, quand tu arrivais dans un vestiaire, personne ne disait moi, si vous voulez, je vais être le leader de la défense ou autre. Il fallait qu'il s'affirme, qu'il gagne une notoriété vis-à-vis des autres. Mais c'est une très bonne question. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre de leaders qu'on peut avoir. On peut avoir des leaders différents dans une équipe. On peut avoir des leaders. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux sportifs, par rapport au rugby, on avait des leaders de tactique, on avait des leaders de combat, on avait des leaders, on avait le capitaine qui était là, qui avait le statut du capitaine qui était désigné par les entraîneurs. On avait des leaders pour créer de l'ambiance et créer des liens, de la cohésion dans le groupe. Et ce qui est important, c'est là, quand on est manager, c'est de repérer ces personnes. C'est de le repérer. Et ça, c'est important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le leader qui va être imposé, qui va être impactant, son discours va être impactant dans un groupe, on va vite se dire, il ne sera pas loin du capitaine. Hein. Après, bien sûr que s'il ne sait pas faire une passe ou dans l'entreprise, il ne sait pas écrire un mail ou qui a du mal à être compétent dans son domaine, ça va être compliqué. Donc, en général, c'est des joueurs qui ont quand même confiance en eux par rapport à leurs compétences, que ce soit des joueurs ou des collaborateurs, qui ont confiance en leur qualité et qui se permettent de s'exprimer, de donner des conseils ou de donner des directions. Après, attention, quand on arrive dans un groupe, on peut avoir ce que je peux appeler ou ce qu'on peut appeler des faux leaders. Des personnes qui parlent beaucoup, qui s'expriment énormément, mais qui derrière ne font pas grand-chose. Juste pour se montrer devant le manager, que ça arrive dans le sport et ça arrive dans le milieu de l'entreprise. Donc, c'est là où le manager doit savoir différencier les formes de leader qu'il a dans son équipe et sur lesquelles il peut s'appuyer et sur lesquelles il faut qu'il fasse attention. Si on prend Daniel Constantini, on prend Didier Deschamps, Robert Herbin qui nous a quittés malheureusement hier, qui est décédé, l'ancien entraîneur de foot de Saint-Étienne de la grande époque. Il y a une chose, c'est qu'à un moment donné, comme Aimé Jacquet, on peut prendre aussi exemple parce qu'il a été champion du monde, c'est qu'ils ont asseoir une notoriété dans le vestiaire. Mais ce n'était pas forcément une notoriété technique, ça pouvait être une autre notoriété, ça pouvait être aussi humain. C'est-à-dire qu'il était à l'écoute des autres, il partageait avec les autres, il mettait en confiance aussi ses collaborateurs, il pouvait incorporer des autres joueurs, des jeunes joueurs, donc il avait un vrai rôle à faire. Et petit à petit, ce rôle, il s'est agrandi. Et au sein de l'entreprise, on commence à donner 1, 2, 3 tâches à une personne qui remplit ça très bien, ou même qu'il le prend de lui-même. Et après, il évolue. Didier Deschamps a évolué, il est devenu capitaine de son équipe. Aimé Jacquet, Robert Herbin, Daniel Constantini, ils ont été capitaines de leur équipe. Je prends l'exemple aussi sur le rugby, avec le sélectionneur aujourd'hui. Et petit à petit, ils sont affirmés, ils ont changé de posture, de statut au sein de l'équipe. Et ça a évolué. Et ensuite, ils sont passés dans un cadre d'entraîneur qui était manager, mais plus leader. Par contre, ils ont été leaders. Ils savent la force qu'un leader a dans une équipe. Donc, ils travaillent aussi avec les leaders. Il n'en a pas peur. Il n'est pas en confrontation. Il est dans l'échange, dans le collaboratif. Et naît, on va dire, une trajectoire, un but, un objectif, une vision au sein de l'équipe. Donc, il utilise
ses leaders pour amener l'équipe à son succès. Toute l'évolution que peut avoir, si on prend Didier Deschamps, parce que ça a été le dernier qui a été vainqueur de la Coupe du Monde, il a été, on va dire, leader, il a été capitaine, après il a été entraîneur, maintenant il a été manager, il est manager de l'équipe de France, hein, c'est plus l'entraîneur, puisqu'il a un entraîneur avec lui, mais c'est lui qui organise tout ça. Et il est dans un management transversal parce qu'il a 17 à 19 personnes autour de lui dans son staff de management pour amener l'équipe à la performance. Voilà, un petit peu le rôle du leader aujourd'hui dans l'équipe, comment il peut être conçu et comment il peut être vu dans l'entreprise. Ce n'est pas forcément un leader syndical sur lequel on a peur et qu'on est toujours en confrontation. C'est quelque chose que je tiens quand même à préciser. Hein. Voilà. Il y a une question, donc plus facile de passer de leader à manager que manager à leader. On peut être un bon manager sans être un leader. On peut être un bon leader en étant un bon manager. On peut être un très bon leader, mais on ne sera jamais manager. Alors aujourd'hui, peut-être que je me trompe, je ne suis pas dans le vestiaire avec Zinedine Zidane, mais aujourd'hui, dans sa stature, je le vois dans sa posture plus comme un leader manager qu'un vrai manager. Il a une telle aura que quand il parle, en fait, tout le monde le suit. Le jour où le bateau il va couler, il va nager dans un sens, tout le monde va nager avec lui. Tout le monde va l'écouter. Voilà. C'est parce qu'il a une telle notoriété technique qui fait qu'on l'écoute et on va avec lui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Salim, ce que tu veux rajouter par rapport au leader. Non, par rapport au statut, c'est intéressant comme question parce qu'on a d'autres exemples qui sont ce que j'appelle, pour moi, c'est pas du sport le foot, mais je suis obligé d'en parler. Ouais, mais enfin, on a été champion du monde, mais pas au rugby encore. Hein. Tu m'en reparleras. Nous, on garde le suspense. On garde le suspense. Tu vois, tu as deux exemples qui sont assez flagrants, qui sont assez importants. On dit souvent, en tout cas quand on est dans une activité, on dit un très 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 bon joueur n'est pas forcément un bon entraîneur, un bon manager. On a deux exemples. On a un exemple comme, on va prendre Zinedine Zidane, qui a été un très grand joueur, et on va prendre un Diego Maradona, qui a été un très très grand joueur aussi. Ils sont sur une autre planète au niveau du sportif, au niveau du foot. Mais après, au niveau de l'entraînement et du management, ce n'est pas du tout pareil. C'est deux personnes, il y en a un qui réussit très très bien, il y en a un qui a moins bien réussi. Donc on se rend compte que la carrière d'entraîneur de Maradona n'est pas au niveau du joueur. Donc là-dessus, il faut faire attention. C'est qu'un leader, forcément, n'est pas forcément un bon manager, c'est sûr. Je suis d'accord. Et comme tu l'as dit, il faut qu'il soit respecté et respectable. L'hygiène de vie, on va pas s'étaler. Hein, c'est un merveilleux joueur sur lequel je ne critiquerai pas parce qu'avec un ballon, voilà, il faisait ce que lui il était capable de faire avec une balle de ping-pong, ce que les autres étaient capables de faire avec un ballon. Mais après, effectivement, dans l'hygiène de vie, peut-être dans son comportement, ça ne l'amenait pas à être. Moi, il y a quelque chose dans le leader que j'aime beaucoup, c'est l'humilité. L'humilité. Le leader, à un moment donné, il sait reconnaître quand il a perdu, quand il a gagné. Didier Deschamps, il a perdu beaucoup de matchs, mais il s'est servi de ses défaites pour pouvoir gagner par la suite. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être champion du monde, il a fait partie de l'équipe de France qui avait perdu contre la Bulgarie au Parc des Princes et qui ont été éliminés de la Coupe du Monde. Il a quand même perdu une Coupe d'Europe avant d'en gagner une autre. Il a perdu une finale de championnat d'Europe au Stade de France et il a gagné la Coupe du Monde qui a suivi derrière. Donc voilà, en toute humilité, ça fait partie de la posture du manager ou du leader, de l'entraîneur ou de l'entreprise. C'est hyper important parce que les défaites servent à construire les futures victoires. Il y a tout un travail qui est fait là-dedans. Et le leader peut amener des groupes de travail, des réflexions, des sujets à élaborer ensemble. Mais la véritable force, c'est la force mentale. J'aimerais qu'on va partir sur le débat de la force mentale un petit peu du sportif et que doit avoir un manager. C'est de dire aujourd'hui, OK, la période est difficile qu'on vit aujourd'hui. Dans le sport, on perd, mais le prochain match, il faut gagner. Et la force mentale a tout son intérêt et le leader peut l'emmener aussi. Oui, c'est vrai qu'on est dans une situation assez complexe et c'est vrai que là, maintenant, on a besoin d'être fort. Quand on dit fort mentalement, oui, le mot mental, c'est vachement particulier parce qu'on peut l'utiliser à sa sauce, on peut l'utiliser comme on veut. C'est vrai que là, sur cette situation-là, le manager doit redoubler d'efforts sur des situations assez délicates. On se rend compte régulièrement que le manager
À partir du moment où il sort de sa zone de confort, il se retrouve des fois en difficulté. Mais plus il va sortir de sa zone de confort, plus, pour moi en tout cas, il va progresser. Donc là, depuis 43 jours, on est dans une situation où on est beaucoup à être sorti de notre zone de confort parce qu'on ne connaît pas trop la situation, on ne sait pas trop comment la gérer. Et mentalement, c'est important de se préparer. Se préparer et de préparer aussi ses équipes. Donc, comment je prépare mes équipes? C'est avec des calls, avec des mails, avec des nouvelles, prendre des nouvelles de mon équipe, comment ça va, comment ça se passe, comment vous vous sentez. Et c'est important ça. Parce que si on ne le fait pas, on va manquer d'anticipation pour la reprise ou donc, je ne sais pas combien de temps, parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, il va y avoir un moment où on va être obligé de se réadapter. Qu'est-ce qui fait la force d'un manager ou d'un sportif de haut niveau? C'est l'anticipation. Donc, le manager, c'est pareil dans l'entreprise. Et pour anticiper, il faut être fort mentalement. Il faut se dire, tiens, il faut que j'aille sur cette route-là, sur ce trajet-là. Comment je vais emmener mon équipe à cet objectif-là? L'objectif est d'être bon quand on va reprendre. C'est-à-dire quelle date, on ne la connaît pas trop. C'est vrai que c'est une situation assez particulière qui nous sort, en tout cas qui sort les managers et les collaborateurs de leur zone de confort. On est tous dans des situations de questionnement, de se poser beaucoup de questions par rapport à la situation. Mais moi, en tant que manager, il faut que je rassemble mes équipes, je fasse en sorte que mes équipes aient confiance en moi, aient confiance en elles pour pouvoir anticiper la situation qui va arriver. Et là-dessus, le mental, il est capital. Il y a Corinne qui veut poser une question. J'ai ouvert le micro, Corinne. Vous pouvez poser votre question. Allô, Corinne? Elle avait une question à poser. J'ai ouvert le micro. Corinne? Ah, elle a levé la main, mais alors Corinne, elle n'a pas la question à poser. J'avais une deuxième. Comment manager un leader un peu excentrique? De quoi? Excuse-moi, j'ai pas. Benoît pose une question. Comment manager un leader un peu excentrique? Le manager excentrique, il faut essayer de l'accompagner, d'aller un peu avec dans l'humour, essayer d'être dans l'humour avec lui et essayer de l'accompagner, de faire en sorte de se servir de ça, de son excentricité, pardon, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, pour qu'il puisse apporter une plus-value. Et ça, c'est important. Quand on est manager, il faut cibler les personnels, les typologies qu'on a dans les équipes. Et ça, on a des leaders, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est important de le repérer rapidement. Moi, je pense que l'excentrique, il faut rentrer un peu dans son jeu, mais sans trop aller dedans. Lui donner un peu raison, aller avec lui dans l'humour. C'est quand même important de ne pas avoir des gens calibrés tous dans la même sens. C'est-à-dire que d'avoir des gens qui peuvent être un peu différents peuvent apporter des solutions à des moments donnés où justement les solutions sont un peu plus compliquées. Dans une équipe, il ne faut pas avoir toujours le même modèle, hein, le même format. D'avoir plusieurs formats dans une équipe, c'est quand même important. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est dans l'écoute et la communication. On va ouvrir le débat là-dessus. Angélique avait une question à poser. Le micro est ouvert. Non. Alors, ben, Angélique, elle avait juste levé le pouce. Ouais. J'ai levé le pouce parce que j'étais entièrement d'accord avec Salim. Moi, j'ai fait des arts martiaux et puis je me retrouve un peu dans son discours de prendre un peu du partenaire, justement, d'aller vers lui et puis redonner dans l'autre sens. Donc, j'adhère beaucoup à ce que dit Salim. Je suis d'accord avec lui. D'accord. Alors, il y a un deuxième point qui est quand même assez important au sein du management, c'est la communication. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on néglige un petit peu dans l'entreprise et quelque chose qui est fait et bien fait au sein du sport. Dans l'entreprise, on est souvent sur une communication de mail, d'écrit, voire de groupe WhatsApp. Maintenant, ça existe. On oublie beaucoup quelque chose, c'est dans l'échange, il y a un feedback. D'ailleurs, ça existe aussi maintenant, même dans des formations sur lesquelles il n'y a plus de feedback. On va sur du e-learning, on répond à des questions, on voit un petit film, on répond à des questions, c'est terminé et il n'y a pas de feedback. Dans le sport, il y a toujours une communication avec un feedback. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Je ne vois pas aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe de France de rugby envoyer un mail de motivation au sein de l'équipe.
je ne le vois pas annoncer l'équipe par un mail, il le fait verbalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication, on va dire, orale, et puis une communication qu'on va transmettre par des signes, par des gestes, par un regard. Et puis, on va voir comment ils réagissent. Et de la façon qu'ils réagissent, ça va nous permettre de nous adapter aussi dans notre communication et savoir adapter sa communication. Parce que le rôle de la communication, on ne parle pas comme on a envie de parler, on parle de la façon dont les autres vont nous entendre, nous écouter et nous comprendre surtout. La communication, ce n'est pas forcément communiquer, c'est aussi écouter. C'est d'entendre, c'est de comprendre pour pouvoir travailler ensemble. Au sein d'une équipe, c'est hyper important. Salim, tu me disais tout le temps qu'avant de démarrer une saison, il y avait un vrai groupe qui se créait, une communication, et vous mettiez des règles ensemble, vous mettiez même une idée de vie en commun. Ouais, en fait, quand j'étais joueur ou même manager après, ce qui est important quand on est manager, c'est ce que tu dis très bien, la communication. Elle est importante. La communication au début, quand on crée une équipe, c'est capital. Comment on va fonctionner et comment on va faire en sorte d'avancer tous ensemble pour atteindre un objectif commun. Et forcément, j'estime que quand on atteint l'objectif commun, tout le monde va atteindre son objectif individuel. Donc ça, il faut le transmettre. Et ce qui est important en tant que manager, quand on est en début de saison, c'est que créer un groupe, mais un groupe qui s'approprie le projet. Comment il va s'approprier le projet? Parce que s'il ne s'approprie pas le projet et qu'il est là juste pour travailler, tiens, il est 8h, midi, ciao, je vais manger avec mes collègues, je reviens à 13h, 17h, c'est fini, tiens. Ok, il va être compétent, il va travailler, mais il va manquer quelque chose d'important, la fibre qui va faire que notre équipe va être meilleure que d'autres. Et c'est là le rôle du manager en début de saison, c'est de créer une équipe qui travaille dans le même sens. Comment je fonctionne? On crée des règles de fonctionnement. En début de saison, on les votait. Bien sûr, en tant que manager, on a son idée, on a quelques règles qui sont importantes pour nous, pour moi en tout cas en tant que manager. Et c'est des règles qu'on peut imposer en tant que manager. Mais après, les autres, on peut les faire voter. Donc, on les fait participer. Donc, ils s'approprient le projet. Ils s'approprient. Par rapport à ça, il y a un vote. Moi, ce que je fais quand je fais mes formations, parce que là, on parle de sportif, mais moi, je vais vous parler de formation. Quand je fais mes formations en management, quand la formation commence, la première session, au début de la session, on travaille sur les règles de fonctionnement. Parce que dans cette formation, il y a une équipe qui se crée. C'est-à-dire moi, en tant que formateur, pseudo-manager, avec les formés, on travaille sur… Et qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur les votes? C'est que les personnes se sentent en confiance dans l'équipe. Ils peuvent s'exprimer plus facilement. Donc, je reviens à ce que tu disais, Serge, la communication. Les gens peuvent s'exprimer plus sereinement. Ils se sentent dans un… Ce qu'il faut créer, c'est un cercle de confiance dans votre équipe. Il y a l'entreprise, il y a les règles de fonctionnement de l'entreprise, mais dans mon équipe, dans l'entreprise, il y a mon équipe. Et mon équipe, elle fonctionne comme ça, il faut que je la protège pour qu'elle se sente bien. Mieux elle va se sentir, mieux on va être performant. Et à partir de là, on peut trouver des mots qui définissent mon équipe, mais attention à ça aussi, parce qu'il faut que la définition soit la même pour tout le monde. Je vous donne un exemple. Moi, je fais un vote. On dit courage. Par exemple, au rugby, je parle de sport. Courage. Courage, pour moi, c'était à l'époque, parce que j'avais cette réputation de quelqu'un de bagarreur, courageux, qui avait pas peur. Bagarreur, tu peux le dire. Ouais, un peu, quand on était jeune. J'aurais pu plonger la tête la première dans les crampons de qui que ce soit. Là, pour quelqu'un d'autre, courageux, c'est sauter d'une marche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que la définition, et c'est là où le mot qu'on utilise, qu'on va garder pour notre équipe, qu'on va garder, qu'on va désigner, il faut qu'il ait la même définition pour tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Juste vous, c'est bon? Donc, c'est important d'avoir des définitions communes pour pouvoir avancer ensemble. Parce que là, parce que s'il y a un conflit pendant l'année en tant que collaborateur ou manager ou collaborateur, on va parler du courage. Si on n'a pas mis de définition à côté du mot courage, lui, il va avoir sa définition et lui, il va avoir sa définition. Donc, les deux auront raison. Mais on ne trouvera pas de solution. Mais si on a tous les deux, ils ont la même définition, ils vont avancer dans le même sens.
Donc, c'est important la communication, de créer un cercle de confiance pour pouvoir communiquer. Dans une équipe, tout le monde est important, quel que soit le joueur, quel que soit le collaborateur. Aussi bien de la femme de ménage qu'à la personne qui a un poste au niveau informatique hyper important. Parce que chacun a sa place, chacun a sa tâche. Et le rôle du manager, c'est de respecter tout le monde et c'est de lui faire comprendre toute l'importance qu'il a dans sa tâche pour le bon fonctionnement de toute l'équipe. Parce qu'une équipe, c'est forcément plusieurs experts associés les uns aux autres. Et pour que cette équipe soit performante, il faut que toutes ces expertises n'en fassent qu'une. Il faut qu'il y ait une vision commune. Chacun sait ce qu'il a à faire dans le groupe parce qu'il le maîtrise et il sait le faire. Le rôle du manager, c'est de ne pas le mettre en difficulté en lui donnant des tâches qu'il ne maîtrise pas. Si l'entraîneur aurait dit à Salim, tu joues ailier, Salim, il aurait dit oui, mais il n'a pas les caractéristiques. Excuse-moi, hein, tu es un super joueur, mais tu avais un poste qui n'était pas forcément celui d'ailier. Voilà. Et vous, vos collaborateurs, effectivement, c'est de les mettre en position de force dans leur expertise. On disait tout à l'heure, un bon leader n'est pas forcément un bon manager. Un bon vendeur ne serait peut-être pas forcément un bon responsable de magasin. Il est dans son expertise, c'est là où il excelle, mais après, peut-être dans le mode de management, il ne le sera peut-être pas. C'est de donner la force, c'est d'accompagner les gens, c'est en phase de communication, qu'ils soient performants là où il y a leur expertise, et c'est d'associer tout ça. Après, il faut qu'il y ait une cohésion de groupe. Didier Deschamps, il est parti sans Karim Benzema, que j'adore, hein, qui est pour moi l'un des plus grands attaquants de l'équipe de France. Il a fait un choix. Et bien, ce choix, il l'a fait au détriment d'une valeur technique dans l'ensemble de groupe. Il l'a fait au détriment d'une cohésion de groupe, d'un groupe qui avait partagé des choses ensemble, qui avait un vécu ensemble, qui a créé une cohésion, cette fameuse qualification à cette Coupe du Monde, et ce qui les a amenés après à être très forts ensemble. Parce que dans le très très haut niveau, et Salim pourra vous le dire, la différence, elle se joue sur très très peu de choses. Et dans l'entreprise, des fois, la différence, elle se joue aussi sur très très peu de choses. Salim, j'aimerais que tu reviennes sur une histoire que j'adore que tu racontes. Tu devais jouer un match, tu n'étais pas dans l'équipe et tu as fait quelque chose de remarquable. Parce que c'est pour dire un petit peu l'esprit irréprochable du leader, de la cohésion et ce que tu as fait ce jour-là qui était merveilleux. Voilà, c'est quand tu n'as pas été pris puis que tu es venu quand même. Voilà. Par contre, c'est pour résumer rapidement, on va pas pour résumer, pour vous expliquer un peu la situation. J'ai 36 ans, je sais que j'ai ma fin de carrière, j'arrête ma carrière à Oyonnax. Donc ça fait 7 ans que je joue dans ce club, je suis monté en top 14. On est monté en top 14. On est sur un match, on est en top 14, on joue contre le Grand Stade Toulousain. Et c'est le dernier match de la saison à Maton. Donc là, le journaliste m'appelle dans la semaine, votre dernier match à Maton, comment ça se passe, comment ça se passe. Forcément, toute la famille qui vient voir le match en pensant que j'allais être dans le groupe. Donc moi, persuadé d'être dans le groupe. Coup de fil du manager qui me convoque avant l'entraînement du vendredi et qui me dit, écoute, je suis désolé, je ne te prendrai pas avec moi. Donc là, sans rien vous cacher, je me mets à pleurer comme pas possible. Agacé, énervé, très très énervé. Donc je décide de partir de l'entraînement, de partir. On n'avait pas encore commencé l'entraînement. Je décide de quitter le stade, d'aller dans un café pour boire un café tout seul, pour éviter de transmettre des ondes négatives au groupe parce que j'étais le plus vieux du groupe, j'étais l'ancien, j'étais le plus vieux du club, j'étais un leader de l'équipe. Et le lendemain, on joue contre le Stade Toulousain, le Grand Stade Toulousain, match télévisé à Canal+, à 14h ou 15h. Donc pour le maintien. Donc le stade archi plein comme un œuf. Donc moi, tout vendredi, la veille, quand j'apprends la nouvelle, je rentre chez moi, je tourne en rond pendant toute une journée parce qu'on avait entraînement que le matin. Et j'étais énervé, j'étais tout seul, donc j'étais un peu agacé. Et puis le lendemain matin, je décide de faire mon sac, de prendre mes affaires d'entraînement de match, de mettre le sac dans la voiture et d'aller à Oyonnax, de me mettre dans le vestiaire avec les joueurs. Pourtant, je ne faisais pas partie du groupe, mais je savais qu'à ce moment-là, ils avaient besoin de moi et j'ai mis de côté, entre guillemets, toute la frustration que je pouvais avoir et toute l'amertume que j'avais à ce moment-là vis-à-vis de mon manager. C'est-à-dire, je lui en voulais vraiment. C'était l'homme le plus détesté que j'ai détesté le plus au monde à ce moment-là. Donc, je me suis habillé, j'ai encouragé les joueurs comme je fais d'habitude. J'ai fait l'échauffement avec eux. J'ai pris un maillot, j'ai pris des crampons, j'ai pris des chaussettes. Je me suis habillé comme si j'allais jouer. J'ai motivé les joueurs.
Et avant le coup d'envoi, je les ai motivés sur le terrain. Et c'est vrai que ça avait marqué, j'avais eu droit à une réflexion du commentateur vedette, entre guillemets, de Canal+, Eric Ball, qui est venu me voir après le match et qui m'a dit je pense que ton discours a dû faire la différence. Donc, c'est un discours assez fort, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de transmission d'énergie par rapport à mon équipe, tout en sachant que moi, j'allais faire regarder le match dans les tribunes avec une énorme frustration, mais ma priorité à ce moment-là, c'était que le club se maintienne en top 14 et que les joueurs réussissent à atteindre l'objectif qu'on nous avait demandé au début d'année. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est s'approprier le projet. Après, forcément, vous allez rencontrer des gens qui sont un peu moins dans l'état d'esprit que d'autres, mais ça fait partie du groupe, ça fait partie du jeu. Donc, ça a été une histoire assez violente pour moi, mais à la fois exceptionnelle, parce que j'en parle maintenant un peu avec le sourire. Mais c'est vrai que j'en suis très, très fier. Et ça, en tout cas, je ne sais pas si ça a permis de faire ce match nul contre Toulouse et d'aller chercher le maintien la semaine d'après à Brive. Mais en tout cas, ça a remobilisé le groupe et ça a prouvé beaucoup de choses. Et je pense que ça a été une motivation supplémentaire pour les joueurs. Nadia a une question. Je vais activer son micro. Il est ouvert, Nadia. Tu peux poser ta question. Oui, bonjour à tous. Bonjour Salim. Bonjour. Alors, c'était après, tu feras le parallèle avec le milieu sportif parce que je suis pas une bonne maîtrise. Voilà. En entreprise, parfois, on va avoir les objectifs de la direction commerciale qui vont aller à l'encontre du bien-être du salarié. On va demander peut-être des choses à une équipe prédéterminée qui vont servir plutôt des intérêts économiques, mais on va un peu oublier le confort et le bien-être de l'équipe. Là, du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, le manager, il est là aussi pour protéger son équipe. Alors, en tant que manager, comment tu fais pour concilier justement les objectifs économiques de la direction et toujours penser au bien-être des équipes? Un manager, ce qui est important, c'est qu'il doit avoir une qualité. En tout cas, à mes yeux, il doit avoir une qualité, c'est la qualité du courage. Pour protéger ses équipes, il faut être courageux vis-à-vis de ses supérieurs. Parce qu'un manager qui va arriver, et dès qu'il a son N+1 qui arrive, il lui dit de faire ça, il le fait. Même si c'est mauvais pour son équipe, il va le faire parce qu'il craint, parce qu'il a peur. Mais si le manager est courageux et arrive à protéger son équipe, un manager, il va être le capitaine du bateau. Il va monter sur le bateau, il va dire « je suis capitaine ». Si ses collaborateurs voient que le capitaine du bateau, il est courageux, il est bienveillant, il fait des choses positives pour son équipe, il est compétent dans ce qu'il fait, ses collaborateurs vont le suivre. C'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport au cercle que tu crées. Tu crées un cercle de confiance. En fin de compte, tes collaborateurs, quand tu es manager, ils travaillent bien sûr pour l'entreprise, mais ils travaillent beaucoup pour le manager. Si ton manager, en fin de compte, ce qui est important quand tu es manager, j'aime bien dire cette phrase-là, c'est d'impacter. Impacter les gens que tu as dans ton équipe. À partir du moment où tu impactes les gens qui sont tes collaborateurs, tu les fais progresser. Et tu sais que tu peux aller au bout du monde avec eux. Après, ce qui est ta relation avec tes supérieurs, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un moment où tu dois t'imposer et dire, voilà, bien sûr, on a des obligations. Bien sûr que le monde de l'entreprise, il faut qu'on chiffre, il faut qu'on ait des objectifs, il faut qu'on rentre de l'argent. Par contre, moi, j'ai une équipe qui peut atteindre un objectif qui est à ce niveau-là. Après, si toi, en tant que manager, en début d'année, tu dis, tiens, mon équipe, elle peut atteindre 200. Mais en fin de compte, que toi, juste pour te montrer devant tes supérieurs et que tu sais que en réalité, ton équipe peut atteindre 100. Tu vois, ce n'est pas correct par rapport à ton supérieur, ce n'est pas correct par rapport à ton équipe. Donc, toi, tu dois juger ton équipe de quoi elle est capable de faire. Et à ce moment-là, avec tes compétences, ton courage et tout ce que tu peux apporter, ben, tu vas l'expliquer au N+1, au supérieur. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je réactive parce qu'il y avait un fond. Oui, elle a mis un petit pouce. Okay. Ça fait penser un petit peu aux présidents de clubs de rugby et de foot qui veulent tous être champions et qui n'ont peut-être pas les joueurs pour arriver au bout. Souvent, les entraîneurs, ils disent on va faire Moi, Serge, je te coupe une seconde. Ouais.
Tu sais que je te coupe au moins une fois ou deux par intervention. Par rapport à ce que tu disais, Nadia, moi, j'ai vécu cette situation quand j'étais manager d'un club où il fallait aller au front par rapport à mon équipe. Et j'y suis allé au front. Ça m'a coûté, mais j'y suis allé. Parce qu'il fallait que les joueurs soient récompensés du travail qu'ils faisaient. Parce qu'ils faisaient un bon boulot. Ils étaient plutôt performants, ils étaient plutôt sérieux, ils étaient au niveau auquel on les attendait, voire au-dessus. Donc moi, en tant que manager, je suis le capitaine du bateau, je suis monté au front, je suis allé voir les supérieurs et je leur ai expliqué, écoutez, ce serait bien que les joueurs ils aient un petit gâteau ou un petit cadeau par rapport à ce qu'ils ont fourni, par rapport à non, tu comprends, les budgets, comme dans toutes les entreprises, on entend toujours pareil, ce qui est normal, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Mais à partir de ce moment-là, on est rentré dans un jeu où c'est moi qui l'ai fait le jeu. Et je n'ai pas lâché jusqu'au jour où ils ont réussi à avoir une enveloppe pour tout le groupe. Et ça leur a permis de se faire plaisir sur un voyage. Et je trouvais que c'était important. Donc le manager, il est aussi là pour ça. Il n'est pas là que pour taper juste sur les doigts, il est aussi pour monter au front, pour défendre son équipe. C'est quelqu'un de courageux, d'honnête, transparent et qui va dire les choses correctement, aussi bien dans ses collaborateurs et aussi bien au niveau de sa hiérarchie. Pour parler encore de la communication, parce que c'est là où il y a un vrai levier à récupérer au sein du sport pour mettre dans l'entreprise et de transposer dans l'entreprise, c'est un petit peu les réunions qui existent. Souvent, dans les entreprises, on est atteint de réunionites. Je ne parle pas des mails et compagnie. Dans le sport, on utilise beaucoup, c'est le briefing. C'est quelque chose d'assez court. Et dans le briefing, ce qu'ils utilisent énormément et ce qu'on utilise peu dans l'entreprise, c'est la motivation. Souvent, ça, c'est quelque chose qui me fait hérisser les cheveux sur la tête. J'en ai pas énormément, mais ça m'arrive quand j'entends dire un manager qui dit « mais de toute façon, il doit arriver le matin motivé ». Et là, je me dis « non, tu te trompes. C'est à toi de rendre son métier motivant et c'est à toi de le motiver à venir tous les matins. Parce que c'est ton rôle. » Et dans ces briefings, il y a des chaînes de distribution qui le font très bien. C'est de dire « arrêtez, les réunions, c'est fait pour construire un projet. » Si c'est pour parler 1 heure, 1 heure et demie de la même chose et que c'est toujours la même personne qui le fait descendant, je trouve que ça n'a plus de sens. Faites des briefings courts. Sur ces briefings courts, parlez un peu du résultat, on est d'accord. Ce qu'il y a à faire, l'organisation, très bien. Mais mettez dedans de la motivation. Incorporez des mots forts, des mots qui créent de la cohésion, de l'envie. Mettez en route les énergies dans ces briefings. Parce que c'est comme ça que vous allez aussi amener les gens qui sont avec vous, vos collaborateurs, à se dépasser, voire se surpasser. On en voit très peu dans le monde professionnel. On voit même des mails ou même des notes de service pour motiver les gens. Et je me dis, waouh, quelle détermination on va avoir vis-à-vis de l'équipe. En plus, la ponctuation, on ne comprend pas trop les choses. Quand c'est un écrit ou quand il est lu. Et quand on le voit, qu'on est transpiré dedans et qu'on est en échange et en collaboration dans ce briefing de motivation, il n'y a rien de plus fort que stimuler les gens et de les motiver. Salim, tu étais avec des entraîneurs qui ont motivé. Tu as eu certainement, avant des matchs, des personnes, des coachs hyper performants. Il y en avait un qui avait des grosses lunettes, tu ne l'aimais pas trop. Est-ce que lui, par exemple, il était performant dans ses briefings de motivation d'avant-match? Oui, il a été performant, il a été très performant. Après, il le prouve encore, hein, il fait partie des meilleurs entraîneurs, voire le meilleur entraîneur français. Mais comme tu dis, c'est vrai que la motivation, je me recule un peu parce que la motivation, elle est importante. Quand tu parles de briefing, quand on arrive en tant que manager, je ne sais pas si vous voyez là, oui, on te voit bien. Manager, et je vais faire un briefing avec une voix comme ça. Alors, on ne t'entend plus. Ouais, mais c'est fait exprès. D'accord. parce que le manager qui va être là et qui va baisser la tête, regarder à droite, à gauche, parler doucement. Le briefing, il faut que ça tape, il faut que ça, comme l'a dit Serge, c'est motivant, ça dure 5, 6 minutes, 7 minutes, c'est motivant. C'est pour ça que c'est impossible de le faire passer par mail. Quand on veut motiver quelqu'un, en tout cas, je rejoins Serge, il est impossible de motiver quelqu'un par mail. Si, à part si on lui envoie un mail, tu te bouges le cul ou je te vire. Là, ce n'est pas de la motivation positive, on va dire. C'est compliqué. Ça ne peut pas passer. Donc, oui, bien sûr que moi, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont fait
pleuré avant les matchs. Et des discours qui ont été très forts et qui m'ont permis de me surpasser, d'atteindre des objectifs. Comme j'ai pu le faire moi en tant que manager. J'avais un match, le premier match de l'histoire du rugby algérien, il s'est joué en Algérie, j'étais le sélectionneur. Donc imaginez l'intensité, le rugby n'a jamais existé au rugby, l'intensité des joueurs. C'est-à-dire, ils faisaient le premier match de l'histoire du rugby algérien en Algérie et moi j'étais sélectionneur. Donc là, avec le tempérament qu'on a, les joueurs algériens, il fallait aussi jauger, régler un peu les émotions, leur faire des discours cadrés, des discours simples, des discours, voilà, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que les joueurs, on arrive à les faire monter rapidement et on arrive à leur dire d'aller où on peut les emmener où on veut. Et dans l'entreprise, c'est important de transmettre. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Moi, j'avais des joueurs, et en tant que manager, c'est pareil dans les entreprises, c'est qu'on a des personnes, et c'est là où c'est important de connaître et de cibler ces typologies. C'est il y a une personne, un joueur, je savais que ce joueur-là, en l'observant sur les entraînements qu'il y a eu avant, je savais les discussions que j'ai pu avoir, les communications, j'ai vu sa façon de communiquer. Je savais que ce joueur, si je ne lui rentrais pas dans la gueule, excusez-moi du terme, dans la gueule devant tout le monde, il ne bougeait pas ses fesses. Et ben, je lui rentrais dedans devant tout le monde et il me faisait des matchs de fou. Par contre, j'en avais un autre, si je lui rentrais dedans devant tout le monde, je le perdais. Et là, je lui coupais les jambes et c'était fini. C'est pour ça que le manager, il est important d'avoir un gros sens de l'observation et de s'adapter et de voir un peu les typologies qu'on a en face. Donc voilà, pour revenir un peu à la motivation et à la communication de brief et la façon de s'exprimer, la posture à l'importance, son l'intonation que je mets quand je parle, des mots importants, mon déplacement, quand je me déplace, mes mains, mon regard, quand je veux interpeller quelqu'un, il ne faut pas que j'hésite à le regarder aussi. Parce que si je le regarde et je lui parle, je ne le regarde pas. Et tout ça, c'est des choses qui sont importantes, on a l'impression qu'ils sont insignifiantes, mais qui sont très, très importantes dans le rôle du manager, en tout cas de la communication. On a cette communication aussi. Alors, pour transposer un peu ce qu'il vient d'expliquer, ce qui existe dans le rugby, vous ne pouvez pas le faire forcément 100% dans l'entreprise, puisqu'il y a une réglementation qui ne vous permet pas de dire certaines choses à certaines personnes. Donc, il faut le faire avec intelligence, avec bienveillance, bien entendu, même si parfois, dans le langage, on peut avoir une intonation un peu plus forte qu'avec d'autres personnes. Voilà, c'est quand même important parce que c'est quelque chose qui n'existe pas forcément au sein de l'entreprise et que c'est quelque chose d'hyper important. Dans les entreprises qu'on accompagne, c'est quelque chose qu'on met en place. Et depuis qu'on met ça en place, il y a quelque chose d'assez fort qui se crée, il y a du lien qui se crée. Et puis, on favorise la communication. Et puis, dans cette communication, on y ajoute de la motivation, et ce qui est quand même assez important aujourd'hui dans l'entreprise. Parce qu'on reste aussi dans l'écoute, dans l'empathie, dans beaucoup de choses. C'est quelque chose de fondamental qui sont les bases aussi de la réussite et de la cohésion d'une équipe. Il y a Estelle, elle a fait une remarque, elle a fait « La réussite est parfois plus savoureuse ». Alors, la réussite est parfois plus savoureuse dans la réussite des autres, ses collaborateurs, que la sienne. Alors effectivement, un entraîneur, ce n'est jamais sa réussite, c'est toujours la réussite de son équipe. Il fait partie de l'équipe, c'est la réussite de tout le monde. C'est rare d'entendre un entraîneur, il y en a quelques-uns, mais c'est très rare, qui dit « j'ai gagné aujourd'hui ». Non, mon équipe a gagné, et c'est un langage qui est quand même assez fort, et c'est un langage qu'on doit avoir aussi de l'entreprise, c'est de mettre en avant ses collaborateurs, et c'est ce qu'il disait Salim, si on les met en avant un jour ou l'autre, on pourra plus facilement parler d'eux que si jamais on les met jamais en avant, et un jour on demande quelque chose pour eux, dire mais tu nous le demandes, mais on n'a jamais su ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Si on le fait assez régulièrement, les choses arriveront de même. Jamila, elle a dit comment certaines entreprises font-elles pour faire fuir leurs leaders ? Pour l'interrogation. Est-ce gênant d'avoir un bon manager leader ? Salim, est-ce que toi, par exemple, quand tu as été entraîneur, sélectionneur, si tu avais un leader manager, est-ce que c'était gênant pour toi dans ton équipe ? Dans mon équipe, un leader manager ? Ouais. Non, pas du tout, au contraire. Non, je ne vois pas pourquoi. Après c'est… Je vais revenir. C'est marrant qu'on parle de ça parce que c'est quelque chose qui est très important, en tout cas dans la société, en tout cas française, dans notre pays.
on a un souci, entre guillemets, on a un souci des personnes qui ont des compétences et qui ont du caractère. On a l'impression qu'ils vont nous faire de l'ombre. Moi, en tant que manager, si demain, j'ai une équipe et qu'il y a un joueur qui est leader et en plus qui peut manager ou donner des conseils assez importants, bah pourquoi pas, je m'appuie sur lui. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Je ne me mets pas dans la tête que ce mec-là va venir me prendre ma place. Même si un jour il récupère ma place de sélectionneur, ce n'est pas grave. C'est normal. En fait, ça tourne, en tout cas en tant que sélectionneur. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas un problème d'avoir quelqu'un qui soit leader, manager. Mais après, c'est très bien aussi, en tant que manager, moi, en tant que manager, de cadrer les choses. Parce qu'il peut y avoir aussi une situation où on se retrouve avec un leader manager qui a des mauvaises intentions et qui peut être néfaste au groupe et à l'équipe. Donc moi, en tant que manager, je dois cadrer tout ça. Je dois cibler tout ça et je dois faire attention à ça aussi. Ce qu'on disait avant, c'est que le rôle de chacun dans l'équipe, il est identifié. Et si la personne va sortir de son rôle, doit en parler d'abord à son chef avant d'agir. S'il a l'autorité, si on lui donne le pouvoir, il le fait. Pour juste revenir sur le briefing, ce n'est pas forcément le manager qui peut le faire. Ça peut être un leader de l'équipe qui peut le faire. C'est d'impliquer l'équipe aussi dans des briefings. Ce n'est pas vous qui avez ce pouvoir de la communication. Donnez de l'importance aux gens dans la communication. Ils ont aussi des choses à dire et des belles choses à dire. C'est quand même assez important. Pourquoi ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent dans le sport, Salim? Parce que les arbitres sont corrompus. Non, on se rend compte que parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il peut y avoir de la différence entre une équipe et une autre. La solidarité, la cohésion, la motivation, l'état d'esprit, et tout ça, on le retrouve dans l'entreprise. Et c'est important d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, c'est s'approprier le projet. À partir du moment où les équipes s'approprient le projet, nous, on a été champion de France en Pro D2 en 2012-2013. On n'avait pas la plus belle équipe sur le papier du monde, hein, en Pro D2. On avait le Loup qui avait recruté à l'époque Chabal, Nallet, qui avait recruté que des internationaux, La Rochelle qui avait recruté que des gros joueurs, d'autres équipes qui avaient recruté. Nous, on avait, je crois, 5,5 ou 6 millions de budget, qui est un budget très, très moyen en Pro D2. Et on a fini premier à un moment, au milieu de saison, on avait 17 points d'avance sur le deuxième, en ayant battu Lyon chez lui, en ayant battu La Rochelle chez eux. On avait cette âme qui faisait qu'on était différents des autres et qu'on était là prêts à mourir les uns pour les autres. Forcément, le manager, il y était pour beaucoup. Mais les leaders, il y était aussi pour beaucoup. Et on a fait un travail assez important, un travail très, très important. En début d'année, on s'est regardé, on a dit, on veut monter en top 14. En début d'année, on savait à peu près où est-ce qu'on allait mettre les pieds, mais et on a respecté notre engagement toute l'année, on a respecté notre travail, on s'est approprié le projet. Et la différence qu'il y a entre une équipe qui peut avoir des énormes qualités individuelles et une équipe qui a des qualités collectives, il y a souvent cette victoire de l'équipe qui est collectivement, individuellement moins bonne, mais collectivement plus forte. Comme un sport individuel, on peut avoir un joueur de tennis qui est techniquement très très fort et qui est au-dessus, et un autre qui est moins fort techniquement, mais qui est un état d'esprit où on va se dire il ne va jamais s'arrêter, il ne lâche rien, quoi. Il s'accroche à toutes les balles et il va réussir à user l'adversaire. Et dans l'entreprise, si vous, en tant que manager, vous arrivez à créer cette ambiance dans votre équipe, et en plus, si vous avez des compétences individuelles, mais vous allez vous éclater, vous allez vous régaler. Et vous allez atteindre des objectifs que vous ne pouvez même pas imaginer. Au-delà des qualités techniques, il y a beaucoup le mental qui se joue énormément dans le sport de haut niveau. Et on voit aussi dans l'entreprise, il y a des gens qui lâchent prise assez régulièrement et très facilement quand les choses deviennent plus compliquées. Et par contre, il y en a d'autres qui cherchent des solutions et qui avancent. Et ça, c'est quand même très, très fort. Il faut savoir s'appuyer sur ces gens-là aussi par rapport à ça. Ce que tu as dit, un mot qui est très, très important en tant que manager, c'est l'humilité. L'humilité, elle est capitale pour un manager. C'est se remettre en question, c'est d'accepter d'avoir des remarques par ses collaborateurs qui sont constructives. Parce que la confrontation
La confrontation, on en a peur, mais elle peut être très bénéfique si elle est construite, pas si elle part dans tous les sens. Si elle est construite, la confrontation peut apporter quelque chose de bénéfique à l'équipe, au travail, à l'entreprise, peut apporter quelque chose de positif. Moi, je dis souvent, et j'ai entendu ça il y a quelques temps, et je disais, l'humilité par rapport à l'humilité, c'est l'ego et l'anesthésiant qui allège la douleur de la stupidité. L'ego et l'anesthésiant qui allège la douleur de la stupidité. Un manager qui arrive et qui a un ego surdimensionné et qui se prend pour un autre n'y arrivera jamais. Ça se retournera toujours contre lui, que ce soit par rapport à son équipe ou par rapport à ses supérieurs. Il faut qu'il accepte en tant que manager d'avoir des émotions. Il faut qu'il accepte de se remettre en question. Il faut qu'il accepte d'avoir une relation avec ses collaborateurs qui soit bénéfique. Mais je sais qu'à la fin, c'est moi qui vais décider. Donc, j'ai un statut qui est supérieur, entre guillemets. Mais il faut que moi, en tant qu'humain, il faut que je sois à hauteur égale avec eux. Donc voilà, c'est ce que je pense que c'est l'humilité, c'est très très important. Et il faut vraiment remettre une grosse part d'humain dans le management qui est capital. J'avoue et je vote pour toi. Oui, mais je sais bien. Avez-vous des questions? Puisqu'on arrive au bout, Salim peut répondre à des questions. Ça peut être sur votre mode de management, sur une problématique que vous pouvez avoir avec un collaborateur, ou sur des questions sur son passé sportif, comment lui, il a réagi, comment on peut le transposer dans l'entreprise. Soit vous ajoutez le petit symbole, soit on pose des questions. Alors, on n'a pas pu… alors, quand on fait des conférences avec Salim, on développe beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de points qui sont pris en compte. Là, sur une visio, on était un peu plus court. Et puis, on a voulu surtout parler un peu du leadership, de la communication, qui étaient des bases essentielles, même en rappelant tout ce qui est cohésion d'équipe, puisque si vous êtes seul, vous n'êtes pas grand-chose. Si vous êtes plusieurs à réfléchir au même problème, vous aurez plus de chances de trouver les réponses. Voilà. Des questions? Hop. Y a-t-il une technique pour remotiver un coéquipier après une défaite? Question d'Audrey. Salim. Oui. Y a-t-il une technique pour remotiver un coéquipier après une défaite? Bien sûr. Le plus important dans une défaite, bien sûr, la première personne impactée, c'est la personne qui a perdu, qui est le plus impactée. Donc moi, en tant que manager, c'est d'essayer de trouver des choses positives dans cette histoire, dans cette défaite. Et essayer de faire en sorte que ces choses positives soient qu'on puisse les utiliser pour l'avenir. Après, la frustration, il faut que j'utilise aussi pour la prochaine étape aussi. Après, il ne faut pas oublier de dire des choses quand elles n'ont pas été bien faites. Parce que si on reproduit les mêmes erreurs chaque fois, on ne va pas réussir à gagner. Donc, la motivation, c'est lui dire, le rassurer, faire en sorte et lui expliquer qu'il peut atteindre cet objectif-là. Et qu'en travaillant un peu plus, en travaillant sur des thèmes bien ciblés, bien cadrés, il pourra atteindre son objectif, c'est-à-dire gagner. Voilà. Est-ce que ça a répondu à la question d'Audrey? Ok, merci beaucoup, c'était très précis. C'est ce qu'on disait. Après, Audrey, excuse-moi Serge. Audrey, ce qui est important aussi, c'est le manager, il va parce que par rapport à la défaite, le coéquipier, mais après, ce qui est important, c'est toute l'équipe, les coéquipiers qui sont là aussi, les leaders. Donc ça, il faudra que ces personnes-là aussi puissent apporter un soutien important à la personne qui a eu une défaite. L'idée, c'est de faire une synthèse, une analyse. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Voilà. Après, il faut faire preuve d'humilité. Si l'adversaire était beaucoup plus fort, il est plus fort. Nous, on doit continuer à progresser. Un sportif de haut niveau s'entraîne tous les jours pour être, on va dire, prêt, compétent pour jouer son match, pour gagner son match.
Dans l'entreprise, il y a de la compétition tous les jours pour un contrat, pour plein de choses, mais souvent on oublie l'entraînement. Et pourtant, l'entraînement, c'est ce qui est le plus important pour un sportif. Et souvent, dans les collaborateurs au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on oublie. On oublie de développer les compétences. On lui demande souvent plus, mais on oublie de développer ses compétences. Et le manager, surtout dans le manager de demain, hein, le futur manager, on va dire facilitateur de travail, doit accompagner le développement des compétences de ses collègues, de ses collaborateurs. Ça a toute son importance pour la performance après du groupe. Et c'est quelque chose d'important. Le sportif s'entraîne tous les jours pour être, on va dire, à l'optimum de sa force, sa puissance, de son jeu pour gagner. Mais dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour développer les compétences, pour améliorer les performances? Si on regarde bien ça et si on y réfléchit, vous verrez, on fait très peu de choses finalement pour l'humain. On dit qu'on met l'humain au centre des priorités dans l'entreprise, oui, mais quels sont les outils et les méthodes qu'on met en place pour l'humain pour développer ses compétences et pour qu'il soit performant? Si on répond à cette question, c'est qu'on a déjà bien avancé. Salim, une conclusion? Non, la conclusion, elle est que le management c'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose qui peut être violent aussi des fois par rapport à des conflits, pas violent physiquement, mais émotionnellement parlant. C'est juste un poste, en tout cas un rôle qui est exceptionnel. Moi, j'aime bien ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'impact. Et impacter, c'est dire mon travail, c'est manager, ma vocation, c'est d'impacter les gens. À partir du moment où vous les avez impactés, vous avez gagné. Et votre discours passera beaucoup mieux et en tout cas, il sera beaucoup plus perçu et beaucoup plus facilement enregistré par vos collaborateurs. Pour finir, moi je dis souvent qu'un manager, il a la passion, mais il doit la mettre un peu de côté, il doit être méthodique dans son travail. C'est quelqu'un d'impliqué et qui implique. Il est aussi impactant, comme il dit très bien Salim, mais il doit utiliser de la méthode dans son organisation. Ça doit être un peu le chef d'orchestre, mais il n'a pas les baguettes pour taper sur la personne et il fait preuve de beaucoup d'empathie pour amener les gens à la réussite. On a mis tout un programme de formation sur le management avec Salim qu'on va déployer, qu'on va mettre en place certainement à partir de septembre. Alors, on va voir avec les situations qui est aujourd'hui pour les nouveaux managers, anciens managers et pour des gens qui veulent performer dans leur management. On a mis tout en place des solutions et un programme de formation adapté par rapport à tout ça, qui seront en lien un peu avec le sport, mais pas tout, et qu'on va animer ça par le biais aussi énormément de jeux, de réflexion, de travail, dans des méthodes pédagogiques un petit peu différentes et qui ne sera pas forcément celle d'un prof, puisque nous, on n'est pas prof, mais on est formateur et on est sportif avant tout. Tu veux rajouter quelque chose, Salim, par rapport à ça? Non, ça va être quelque chose d'intéressant et je pense qu'on en a besoin et c'est différent un peu de tout ce qu'on peut proposer et ça, c'est ça qui est intéressant. On a deux sports complètement différents. Serge est au foot, moi au rugby. On a des discours on a un vécu qui est différent. On a des compétences et comme l'a dit Serge, c'est pas que basé sur le sport. Il y a bien sûr sur l'entreprise et c'est important. Et voilà, on veut avoir une formation. Je pense que Serge fait des formations tout seul. Moi, j'en fais tout seul de mon côté. Et je prends énormément de plaisir. Et le but, c'est que les gens en face prennent du plaisir, autant de plaisir que moi j'en prends pendant les formations et qu'à la fin, ils sortent des formations en se disant tiens, j'ai appris quelque chose. Et ce que j'ai vécu là, c'est quelque chose de bien et d'humain. Et quand je commence une formation, je dis souvent je ne suis pas là pour être au-dessus de vous. Je suis là en toute humilité. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai une expérience riche. Mais je ne suis pas là pour être. Je peux me tromper, on peut faire des erreurs. Et c'est dans ce sens-là que je fais mes formations. Et c'est pour ça qu'avec Serge, on a l'intention de créer ce. En tout cas, on est parti pour créer un truc assez sympathique et assez original. Voilà. En tout cas, on vous remercie. Il reste une dernière webconférence qui sera animée avec Nadia. C'est le vendeur a de super pouvoirs. C'est quelque chose qui va être animé.
Nadia, hop, est-ce qu'elle est toujours là? Non, elle a dû déconnecter. Elle est toujours là, Nadia? Non, elle a déconnecté, elle avait des petits problèmes de son. Non, elle est là, Nadia. Est-ce que tu veux dire un petit mot par rapport à cette webconférence qui aura lieu jeudi? Eh ben, écoute, voilà, pour clôturer le mois d'avril, hein, les webconférences du mois d'avril, on va terminer avec une conférence sur le vendeur et ses super pouvoirs. Donc, on n'est pas des super-héros, mais avec le temps, l'expérience et les compétences et notre savoir-être personnel, on a développé des super compétences qui font qu'on a des super pouvoirs quand on est vendeur. Donc voilà, le but c'est de vous présenter un petit peu, voilà, qui est le vendeur, quelles sont les compétences qu'on attend de lui et surtout comment on reconnaît un bon vendeur grâce à ses super pouvoirs. Et je solliciterai l'aide de Serge justement pour nous apporter un peu son point de vue sur comment manager ces super vendeurs parce que justement ils sont performants, très performants et des fois c'est un peu difficile de les cadrer au sein d'une équipe. Eh ben, merci Nadia. Donc un beau programme. Si vous voulez vous inscrire, un petit mail à contact et on aura le plaisir de vous envoyer le lien de cette webconférence. Sur ce, je remercie Salim. Merci encore. Merci à vous tous. Merci, c'était un plaisir et un honneur pour moi de participer à cette webconférence. C'est un honneur pour nous de t'avoir avec nous surtout. Et puis, moi j'ai envie de vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos équipes surtout. C'est très, très, très important. Et puis, la meilleure réussite à vous tous. Je vous dis bye bye, à très vite. Et en tout cas, merci de votre présence. Salut, bye bye.